comme l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini, tu peux plonger avec toutes tes ressources, tout ton temps, toute ton énergie. Sauf qu'un être humain comme nous, on a des limites. En fait, je pense que ce qui se joue, c'est qu'il y a une récompense individuelle de, comme tu dis, le doigt dans l'engrenage et ça nous embarque. Et il y a à côté aussi les injonctions extérieures très liées à la performance. Je suis au bord du précipice et si je ne prends pas d'action radicale pour remettre du soin, en fait, je vais plonger. L'entreprise n'est pas la finalité, parce qu'on peut se perdre dans ce truc de faire bouger la boîte, il faut qu'elle grossisse, etc. Non, la finalité, c'est la raison pour laquelle tu t'es lancé. J'ai perdu mon père quand je suis arrivé à Paris en 2014. Et je me suis rendu compte que lui, toute sa vie, il l'a vécu en se demandant... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Et oui, on est en studio, on s'upgrade un petit peu, on a la belle vie là du côté des solopreneurs. Je suis à Paris et je suis avec un nouvel invité pour le board. Vous n'allez pas en revenir parce que sans doute que vous le connaissez déjà depuis un moment sur les antennes du freelancing et du soloprenariat puisqu'il s'agit de Thomas Burbidge. Salut Thomas et bienvenue au board. Hello. Le magnifique auteur, host de Young, Wild and Freelance, un podcast qui a bercé ma transition de salarié à freelance, wow, Thomas. Merci Flavie, je suis ravi. Ravi de t'avoir sur le board. Je pense que tu vas être étonné parce qu'au final, en vrai, nous, dans notre écosystème où on se connaît, j'avoue, je suis un peu un dinosaure, mais il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas encore. Et je m'en rends compte à chaque fois où tu vois des gens, vous me connaissez certainement, et en fait, pas tant. En fait, on est underrated. Il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas encore, Thomas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ce qui est top parce qu'on a un potentiel de développement huge. Plein de choses à faire. Donc, en plus d'être un super podcasteur et d'être un super humain, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec toi sur plusieurs événements et c'est très, très cool aussi de le dire, tu viens nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est, je trouve, clé, qui est une nouvelle vision du freelancing et du soloprenariat, parce que partout, on voit que le SMIC LinkedIn, les 10K, les 6 chiffres, les 7 chiffres, et maintenant même le million et même le milliard, parce que Sam Altman a dit qu'avec ChatGPT et les agents autonomes, on aurait bientôt The One Person Company à faire $1 billion. Donc jusqu'où ça va aller. Et c'est pour ça que je t'ai invité, pour remettre un petit peu l'église au centre du village et voir s'il n'y a pas d'autres récits qu'on peut se raconter sur le freelancing et le soloprenariat, qui n'intègrent pas que la vision capitalistique, mais qui intègrent aussi nous, les humains, à faire ce solo business-là pour qu'on soit à l'aise. La nature, l'environnement, les autres, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Donc voilà, ma première question pour toi, Thomas, c'est... D'où est venue cette idée qu'il y a une autre forme de soloprenariat possible, qui ne soit pas que capitalistique? Est-ce que tu peux développer un petit peu ton point de vue sur cet écosystème et notre façon de faire du freelancing aujourd'hui dans le monde moderne? Je pense que ça vient beaucoup de ma posture d'accompagnant. Ou comme toi potentiellement, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, quand je suis arrivé dans ce jeu de l'entrepreneuriat, en plus, et je dis le mot jeu exprès parce que moi je suis fasciné par les jeux de société hyper stratégiques. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais adolescent. Je rejoue encore pas mal aujourd'hui en cette période où je ralentis. Et en fait, la dimension du jeu stratégique où il y a tellement de variables à prendre en compte, tellement d'options, tellement de trucs, il se passe quelque chose, comment je rebondis, etc. C'est des choses qui captive ma conscience et qui captive mon cerveau rationnel. Et du coup, c'est des choses qui absorbent beaucoup, dans lesquelles tu peux plonger. Mais comme l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini, tu peux plonger avec toutes tes ressources, tout ton temps, toute ton énergie. Sauf qu'un être humain comme nous, on a des limites. Et je pense qu'il y a du coup deux choses. Il y a le fait de voir en tant qu'accompagnant, ce qui est arrivé un peu tard, j'étais pas accompagnant dès le début quand je me suis lancé à mon compte. Avant, je faisais mes missions freelance et ainsi de suite, mais je m'en rendais pas compte quand c'était moi tout seul dans mon propre petit écosystème. Mais quand j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes et à bosser sur des sujets d'accompagnement entrepreneurial, de plus en plus, je voyais de l'extérieur des personnes qui étaient dans l'intensité entrepreneuriale, mais à qui ça coûtait plein d'autres choses. Et ça, plus ma conscience écologique qui s'est affinée petit à petit, ma conscience sociale, ma fascination pour la psychologie, la sociologie, tous ces sujets-là. Conscience politique aussi. Conscience politique à fond. Ça a fait que petit à petit, j'ai commencé à voir à quel point l'entrepreneuriat et toute l'énergie qu'on y met, ça peut, et pour beaucoup, c'est pas conscient,
mais ça peut avoir d'énormes coûts et d'énormes conséquences sur plein d'autres choses. Ce que j'aime bien, c'est que toi et moi, on pourrait penser que c'est un peu inconciliable quelque part dans nos visions, qu'on soit à la même table et qu'on soit d'accord. Parce que d'un côté, moi, je suis la solopreneur à 6 chiffres et compagnie, j'hésite pas à partager et à construire ça en public. Donc on pourrait penser que c'est une forme d'injonction à faire toujours plus. De l'autre, toi, tu parles de l'écosystème, etc., qu'il ne faut pas penser qu'au fric. Néanmoins, il y a ce point commun qui nous relie, c'est cette envie de jouer à ce jeu, en fait. Et ce jeu, il est assez addictif. Ce midi, on était au resto et tu me disais, voilà, moi, là, je fais une pause de réseaux sociaux parce que je me sentais très, 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 très proche du burn-out. Ouais. Alors, quel est le sens de l'entrepreneuriat ? Comment on peut un peu rééquilibrer notre façon d'entreprendre en sortant des injonctions et sans être tout de suite comme ça dans ce diktat, d'en faire toujours plus, qui nous grignote, qui nous prend, on met un doigt dans la machine et on se fait comme ça. C'est vraiment un énorme engrenage. On passe notre vie à poster des trucs sur les réseaux sociaux, à faire des trucs nouveaux tout le temps. On est un peu fatigué. En fait, je pense que ce qui se joue, c'est qu'il y a une récompense individuelle de, comme tu dis, le doigt dans l'engrenage et ça nous embarque. Selon ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça nous embarque plus ou moins. Et il y a à côté aussi les injonctions extérieures très liées à la performance, à la représentation. J'ai envie de réussir pour être accepté par un groupe social. Il y a toutes ces dynamiques qui jouent, qui nous poussent de plus en plus loin dans je mets toutes mes ressources dans le game entrepreneurial. Et donc, il y a les conséquences dont on a mentionné et que moi, je vis en ce moment beaucoup. Parce que j'ai senti, comme tu l'as dit, je suis au bord du précipice et si je ne prends pas d'action radicale pour remettre du soin, en fait, je vais plonger. Mais ce que j'aime bien remettre sur la table, c'est que personne qui entreprend, notamment quand on est freelance, solopreneur, indé, etc., personne ne vient dans le jeu entrepreneurial avec uniquement une aspiration de performance, de réussite financière, etc. On arrive à ce truc de me dire « je vais me lancer », souvent pour des raisons très personnelles. J'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. J'ai envie de profiter davantage de mon quotidien et pas être exploité par telle entreprise comme quand j'étais salarié. J'ai envie d'avoir plus de choix géographiques, choix de clients avec qui je travaille, etc. Donc on vient à l'entrepreneuriat souvent pour ces raisons. Mais une fois qu'on est dans faut que je génère du chiffre d'affaires. Quand du coup je cherche des solutions, je lis des gens sur Internet qui me disent si tu vises pas les 10K par mois, t'es une sous-merde. En fait, on se fait prendre on se fait happer par une vague. Et on dévie par rapport à ce qu'on avait comme... Et on oublie. Ok. On dévie, mais on oublie. Et moi, j'ai tellement de cas de clientes qui arrivent dans nos accompagnements à un moment donné et qui nous partagent des histoires d'être partis en mode agence, d'avoir recruté, d'avoir machin et tout. Et je dis, raconte-moi... Là, quand tu t'es lancé il y a, je sais pas, 3 ans, 5 ans, c'était quoi la raison pour laquelle tu es arrivé à entreprendre ? Pourquoi tu as quitté ton taf et tu as décidé de te mettre à ton compte ? Et souvent, quand elle raconte l'histoire, je dis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quoi ? Et en fait, on a comme une amnésie qui est causée par l'intensité et le fait qu'on soit happé par le jeu pour beaucoup, mais aussi par l'imaginaire de ce que je me raconte, de ce à quoi je dois ressembler pour réussir. Et c'est là le premier truc du problème, c'est qu'on s'oublie soi dans l'équation et on met tout le truc dans l'imaginaire de ce que je pense que je dois construire de moi pour coller à l'entrepreneur. Je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est pour ça qu'on est raccord. Moi, tu vois, j'ai relu Company of One cet été et dans ce livre fondateur du solopreneur qui peut créer son entreprise tout seul, il y a la notion de croissance limitée, c'est-à-dire jusqu'où j'ai besoin de croître. Et je me mets un maximum pour pas m'oublier en chemin et pour pas devenir un manager, devenir, que sais-je, tu vois, un leader ou autre. Et du coup, oublier ce côté artisan, oublier ce que j'aime, pourquoi faire les choses. Et quand tu parles des motivations, ça me rappelle les miennes aussi quand je me suis lancée. Et moi, dans mes motivations, il y avait le côté artiste. Alors, ça va être bizarre, mais un peu créatif. En gros, pouvoir faire des trucs un peu foufou que peut-être j'avais pas le droit de faire dans un cadre corporate. Enfin, on me le tolérait, mais on me faisait comprendre que bon, ça va bien de faire du Flavie 10 minutes. Ouais. Faudrait aussi de temps en temps faire des trucs un peu plus corporate. Donc ça me fait plaisir que tu me rappelles un peu cette motivation de départ. Et... c'est ça qui compte en fait, c'est ça qui nous nourrit. Alors bien sûr, il y a les obligations financières, on ne vit pas encore dans un monde où le revenu universel nous permet de couvrir tous nos besoins primaires sans avoir à créer un modèle économique. Donc il faut une entreprise avec un modèle économique stable qui nous permet de nous rémunérer, bien sûr. Mais l'exemple que tu dis de se fixer un cap supérieur, il est vachement intéressant parce En fait, la question, c'est pas tant
comment je fais pour juste kiffer mes journées. La question, c'est comment je fais pour équilibrer le fait de faire tourner une entreprise et de faire des choses ambitieuses si j'en ai envie. Moi, j'ai envie de faire des trucs ambitieux avec ma boîte. Ça me fascine. Je suis amoureux de ce jeu entrepreneurial et je considère que je suis un plutôt bon entrepreneur et que j'aide les gens à être des meilleurs entrepreneurs. Mais j'ai pas du tout envie que ça me coûte mon épanouissement en tant qu'individu. Et souvent, c'est ça qui se passe. Exactement. Alors, je pense que ça parlera pas mal de nos auditeurs et auditrices, parce qu'on en parle tout le temps entre nous, à quel point on peut être proche de cette version sacrificielle aussi de l'entrepreneuriat, contre laquelle pourtant on lutte, toi et moi, avec cette logique de freelance, solopreneur. On veut pas de cet entrepreneuriat sacrificiel où on lève des fonds, on recrute, on licencie, on se fait broyer par la machine. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme défi à la fin de ce premier épisode à nos auditeurs et auditrices pour commencer à peut-être renouer avec, je sais pas, cette motivation Je dirais simplement replonger dans les raisons pour lesquelles on a commencé. Et du coup, ça peut être prendre un temps, ouvrir un carnet et écrire la réponse à cette question. Pourquoi je me suis mis à entreprendre ? Qu'est-ce qui était important pour moi à l'époque ? Et comment j'infuse davantage de ça dans la réalité de mon entreprise aujourd'hui ? Ça se trouve, les choses qui étaient importantes à l'époque le sont plus tant aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, ça nous aide juste ce cheminement à nous reconnecter à, en fait, dans le fond, si je pouvais avoir de l'argent comme ça, est-ce que je continuerais de faire les choses comme je l'ai fait ? Peut-être pas. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important ? Et reconstruire à partir de ça, plutôt que partir des injonctions à la croissance, à les formes, de machin, de trucs. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Dans la communauté, notamment, je pense qu'on va avoir des trucs un peu surprenants. Moi, j'ai parlé de la créativité. Et je pense que j'avais un deuxième truc que je me suis raconté. C'était, fallait que je me prouve que j'étais capable d'avoir le même salaire qu'avant, quand j'étais cadre dirigeante. Ça y est, c'est fait cette année. Clac, clac, j'ai coché la case. Ça me libère, en quelque sorte, et je vais pouvoir aller vers peut-être d'autres sphères aussi, peut-être plus créatives. Donc voilà, chacun ses récits et chacun peut-être ses étapes aussi. Donc, hyper intéressant. Et ce que je te propose, c'est que tu nous parles justement de ta vision, qui est une vision d'entrepreneuriat très spécifique que j'ai vue nulle part ailleurs, qui est comment entreprendre pour soi, pour les autres, mais aussi pour le monde, et combiner tout ça dans son aventure de freelance ou solopreneur. C'est parti. Thomas, on a renoué, reconnecté avec notre motivation pour entreprendre. Donc ça, c'est bien joli, mais derrière, il faut quand même qu'on fasse du chiffre d'affaires, etc., qu'on crée des produits et tout. Comment on organise tout ça pour garder un peu de place pour soi, pour pas être, complètement un gros connard pour les autres, et pour contribuer d'une certaine manière aux combats politiques, idéologiques ou environnementaux qui sont les nôtres et qui nous traversent. Parce que toi, tu as une vision là-dessus. Est-ce que tu as une méthode pour entreprendre, être un freelance aligné, être un freelance engagé ? C'est quoi ton approche ? Dans ce qu'on se disait juste avant, on parlait du fait de repositionner l'entreprise qu'on a créée comme l'outil qui va façonner notre quotidien pour remplir des motivations qu'on avait quand on se lançait. Et donc ça, au final, c'est de se dire l'entreprise n'est pas la finalité, parce qu'on peut se perdre dans ce truc de faire bouger la boîte, il faut qu'elle grossisse, etc. Non, la finalité, c'est la raison pour laquelle tu t'es lancé. Et pour beaucoup, cette raison, elle est personnelle. C'est j'entreprends pour une transformation de moi. Toi, c'était pourquoi Moi, je me suis lancé pour... en gros, je vais essayer de faire l'histoire courte, parce que sinon, ça va être long, ça va parler de psychologie mais pas une psychothérapie. Non, mais elle est hyper importante, cette question. J'ai perdu mon père quand je suis arrivé à Paris en 2014. Et le fait de me frotter au deuil, à un moment donné dans mon cheminement de deuil, donc pas dès le début, au début j'étais comme n'importe qui au moment défoncé, et surtout c'est arrivé du jour au lendemain, il a une rupture d'anévrisme, donc il y a la veille, tout va bien, le lendemain, boum, il disparaît. Mais dans mon cheminement de deuil, ça m'a forcé à me reconnecter à son chemin de vie, à lui, et de me demander comment il prenait ses décisions, c'était quoi sa philosophie, parce que j'essayais je cherchais des manières d'être proche de lui alors qu'il n'était plus là. Et je me suis rendu compte que lui, toute sa vie, il l'a vécu en se demandant comment je trouve ma ligne philosophique de conduite face à toutes les injonctions que le monde extérieur me renvoie. Il est grandi, c'était le dernier d'une fratrie de 4, dans une famille avec 2 parents, docteur, consultant. Mon grand-père, il a reçu un OBE de la reine d'Angleterre, parce qu'on est anglais. C'est genre le
truc le plus important que tu peux avoir dans ta vie, la reine qui te met une médaille, tu vois. Classe. Et mon père, le dernier de cette fratrie de 4, il a fait des études parce qu'il fallait, mais globalement, il n'avait pas du tout envie de la même vie. Et donc, il a toujours été entrepreneur un peu à l'arrache, à droite, à gauche. Il a créé une boîte de déménagement parce qu'il voulait voyager. Donc, il a acheté un vieux camion. Il a déménagé des Anglais en Espagne parce qu'il voulait voyager en Espagne et en France. Et en fait, je me suis reconnecté à... Toutes ses décisions de vie étaient au service du mode de vie qu'il voulait avoir. Et il a toujours tout fait comme ça. Et moi, quand je comprends ça et que, là, du coup, c'est 2 ans plus tard, j'ai 20 ans, alors 22 ans, je suis à la fin de mes études et je me dis, bon, j'ai aucune idée de la vie que j'ai envie de vivre, j'ai l'impression d'être un gosse perdu encore. Par contre, quelque chose que je comprends de la vie de mon père, c'est que ce qui lui a permis de vivre comme il voulait, c'était d'être à son compte. Ouais, entrepreneur. Soit il bossait au black, soit il ouvrait des boîtes, il faisait des petits trucs à droite à gauche. Personne lui disait où être, à quelle heure et quoi faire. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer, en fait. Okay. Et donc, moi, je me suis lancé dans cette quête de créer un outil, mon entreprise, pour concevoir la vie comme j'ai envie de la voir et de la vivre. Mais alors, je vais faire une objection. T'aurais pu finir dans la lignée des... je vais essayer de ne pas dire trop de gros mots dans les podcasts, parce que si vous écoutez avec vos enfants, mais tu vois ce que je veux dire, des salut à toi, jeune entrepreneur, qui n'en a rien à foutre des autres, qui est un business lifestyle, certes, mais façon... Dubaï, je gagne 100K par mois. Pour la liberté, machin truc. Je suis libre, certes, donc la polarité, moi, elle est forte. Mais alors, les autres et la planète, j'en profite, je suis en vidéo. Ce dont j'ai hérité, je pense, c'est mes parents, c'était des hippies. Pas qu'ils vivaient au fin fond de la forêt, mais j'ai grandi dans une grange, à poil, à grimper sur des tas de cailloux, et j'aurais pu mourir à chaque mauvais pied, tu vois. Au fin fond de la Dordogne. Donc je pense que j'ai hérité d'un regard plus complexe sur le monde que le regard individualiste. Et une des premières choses où je m'y suis frotté aussi dans mon cheminement entrepreneurial, c'est je suis venu à l'entrepreneuriat pour cette quête de transformation de moi et de ma vie, trouver le mode de vie que j'ai envie d'avoir, mon entreprise est un outil pour. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait J'avais une relation différente en fonction des missions que je menais et en fonction des personnes qui étaient de l'autre côté de la table, donc les clients et les clientes. Et il y avait des gens pour qui je ressentais une émotion particulière de « j'ai tellement envie d'aider cette personne » pour plein de critères. Et il y a d'autres gens, j'étais en mode « je prends ton argent, mais ça me saoule un peu ce qu'on est en train de faire ». Et là, je me suis rendu compte que je pense que dans tous les cheminements entrepreneuriaux, parce que je le vois avec mes clients, à un moment, tu as cette deuxième couche. Il y a des choses, ça me nourrit moi, mais j'ai besoin d'un truc plus conséquent. Okay. Et là, on arrive sur, dans notre méthodologie, le deuxième questionnement qui est plus la quête de transformation personnelle, mais la quête de transformation contributive pour les autres. Et c'est là où tu te poses la question de, ok, bon, c'est bien joli de faire des missions de web design, d'illustration, de machin, mais pour qui ? Quels sont les mouvements sociétaux ou les entreprises que j'ai envie d'aider à grandir, ou les êtres humains que j'ai envie de voir fleurir grâce à mes compétences. Okay, alors et là, tu te tournes vers les autres. Tu fais plus que les choses pour soi, tu te tournes vers les autres. Donc là, on a les 2 premières pièces du triptyque. Le 3e, c'est le monde. Je vais te poser une question un peu trashos. On est là pour ça, je crois. Tu es là pour me challenger. Est-ce que les freelances de l'ESS, là, l'économie sociale et solidaire, c'est pas un peu un milieu de gagne petit ? Parce que, désolée de te le dire comme ça, mais souvent, quand on veut faire le bien, notamment en prestataire de service, on n'est pas trop récompensé, niveau TJM, financier et tout. Donc, ma question, c'est, est-ce que la polarité de vouloir servir le monde, ça te met pas un peu dans une forme de précarité aussi quand tu es freelance ou solopreneur ? Il y a des biais de chaque côté de l'écosystème. Dans le sens où, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que ces biais, ils sont aussi les mêmes quand tu regardes le spectre politique, souvent. D'un côté du spectre, il y a beaucoup la volonté d'être au service de l'extérieur, mais on s'oublie soi dans la démarche. Le burn-out militant, c'est ça. C'est des personnes qui survalorisent tellement le fait de contribuer, mais qui oublient que pour contribuer de façon durable, avant, il y a mes petites ressources et mes limites personnelles dont je dois prendre soin. C'est pour ça cette fameuse histoire dans l'avion, tu mets ton propre masque à gaz avant de t'occuper de ton enfant. Si toi, tu tombes dans les pommes parce que tu n'as plus d'oxygène, quoi qu'il se passe, ton enfant il reste seul, il ne pourra pas le faire. De l'autre côté du spectre, il y a l'autre déséquilibre qui est moi en premier,
parfois avec des limites très hautes qui font qu'on ne s'occupe jamais de l'autre après. Et du coup, en fonction, moi, quand j'accompagne ou que je suis en coaching, en fonction des biais que je vois de la personne en face, on va rééquilibrer dans un sens ou dans l'autre. Okay. Et en fait, ces trois choses, là, quand j'en parle, souvent dans le cheminement que j'observe chez les gens, c'est il y a le pour soi, il y a le pour les autres. Et une fois que tu vois, tu as 3-4 clients et que tous tes clients sont sur mesure, là, il y a le nouveau niveau qui se débarque de en fait, j'aimerais bien que mon truc soit utile au-delà de l'humain en face de moi et que je contribue aux transitions sociétales qui sont en cours. Ça arrive souvent en troisième temps, mais c'est pas une progression linéaire. Il y a des gens qui partent de l'autre sens. Et en fait, nous, on aime bien le voir en circulaire, c'est-à-dire chacune de ces trois choses doivent se nourrir les unes des autres. Et puis évoluer au fur et à mesure. Quoi. Okay. Et du coup, toute entreprise, à mon sens, devrait à ces trois niveaux de transformation. Pour soi, pour les autres, pour le monde. Ouais, il y a une forme de Maslow, de pyramide de Maslow, dans le sens où tant que tu gagnes pas de thunes et que t'es limité, etc., c'est difficile d'avoir un impact sur le monde. Si t'es affamé, tu peux rien faire d'autre. Mais après, c'est vrai qu'une fois que t'es plus libre d'y penser, ça va pouvoir réalimenter aussi ce que ça t'apporte à toi, etc. Génial. En tout cas, c'est ce que je me raconte. Bon, écoute, j'aime beaucoup cette nouvelle façon de faire. Je pense que ça va ouvrir aussi pas mal de chakras à des gens qui ont plusieurs années d'activité aussi, tu vois, qui se disent, bon, et maintenant, quoi. Parce que moi, j'avais un peu vécu ça à mes débuts en freelance. Je me suis dit, je me rappelle, c'était la réforme des retraites. Et j'ai eu un flash et je me suis dit, putain, mais je vais pas encore faire ça pendant 25 ans. Je vendais mon temps à la journée pour faire de la prospection externalisée. Il y avait un besoin, j'avais trouvé un marché, j'avais une niche fertile, mais je m'ennuyais, quoi. Et du coup, il me manquait ce côté aussi contribution plus large. Complètement. Hyper intéressant. Quel défi tu pourrais nous donner pour qu'on... je sais pas, alors par quoi on commence, ou peut-être qu'on arrive à trouver ce triptyque pour nous. Pour moi, ce serait ça, c'est je place mon entreprise au centre de la feuille. Dans le premier défi qu'on s'est donné de cette mini-série, c'était la question de quelle est la transformation pour moi que mon entreprise nourrit. Donc, vous avez peut-être déjà répondu à ce point du triptyque. La question suivante, c'est si je suis nourri dans ça, et déjà c'est peut-être un chantier, de faire en sorte que l'entreprise nourrisse ce truc pour soi, mais comment je fais aussi pour me demander qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme transformation pour mes clients et mes clientes et pour les gens qui nous entourent grâce à ma boîte, et quelle transformation sociétale, et on va peut-être zoomer dans la suite de notre conversation sur lesquelles sont intéressantes et comment et ainsi de suite, quelle transformation sociétale j'ai envie de défendre avec ce que je fais. Okay. Et déjà d'explorer ces trois trucs, je pense que ça redonne du contexte à mon entreprise sincère dans quelque chose de plus large. Trop cool. Écoute, merci. Et ça me fait penser à pas mal d'épisodes qu'on a fait sur le thème Freelance for Good pour le podcaston. Qu'est-ce que j'avais aussi ? Plusieurs freelances qui sont traversés par ces parcours-là et qui ont presté pour, je sais pas, des entreprises éthiques, etc. Donc, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous dit de diguer un petit peu là-dedans pour voir aussi des exemples de métiers qui peuvent se faire, non pas au détriment des autres, mais qui vous aident à combiner tout ça. Alors, ce que je te propose, c'est que dans l'épisode à suivre, c'est que dans la suite, tu nous parles justement de ta façon de voir le freelancing systémique. Et oui, on va plonger dans un épisode très très profond. C'est parti pour nous raconter un peu ce courant de pensée que tu as sur le freelancing. Alors, toi tu me dis, en fait, entreprendre c'est politique, être un freelance c'est politique. Finalement, pour toi, tu as une vision du freelancing qui est le freelance systémique. Ça veut dire quoi ça, Thomas ? Comment tu vois les choses ? En fait, dans tout ce qu'on se dit depuis le début de notre conversation avec ces plusieurs épisodes, c'est de dézoomer un peu sur la place de notre entreprise, déjà comme un outil pour nous, comme un outil pour les autres, mais aussi comme un maillon d'un système plus large. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre boîte et nous, on est le fruit du système dont on fait partie. On a hérité de plein de choses. On a hérité de droits, on a hérité d'un accès gratuit à l'école si on habite en France, par exemple, sauf si nos parents nous ont mis en école privée. Mais du coup, si c'est le cas, on a hérité des moyens financiers de nos parents. On a hérité d'une certaine culture ou d'un non-accès à la culture en fonction de notre cercle social. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains et notre entreprise, on s'insère dans un système beaucoup plus large. Et qu'on le veuille ou non, on a une place dans ce système. Et on va y contribuer. Et on va y contribuer ou pas. Positivement ou négativement, voilà. Peut-être même. En tout cas, il y a une interaction entre moi, la personne, mon entreprise et le système dont je fais partie. Et donc moi, le questionnement, notamment en ramenant ce triptyque de quelle transformation est-ce que mon entreprise nourrit pour moi, pour les autres, pour le monde qui m'entoure, c'est de rappeler que on fait partie de quelque chose qui nous dépasse
et que par nos actions, on le façonne, dans un sens ou dans l'autre, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou non, on le façonne. Et donc, moi, la question que je pose à toutes mes clientes, c'est autant que ce soit conscient, la façon dont on le façonne, autant prendre en compte ces enjeux. Et ça a 2 niveaux qui sont hyper intéressants. Il y a le premier niveau qui fait que je me sens porté par une quête bien plus large que la quête de juste remplir mon frigo. Et en même temps, pour beaucoup de personnes qui sont sur la partie du spectre des privilèges où on a moins de privilèges, ça les aide à mieux comprendre leur expérience de vie. Je te prends un exemple sur les inégalités de genre. Quand on est une femme, ou en tout cas quand on a été assigné femme à la naissance et sociabilisé comme une femme, prendre la parole sur LinkedIn quand on crée du contenu, c'est une expérience radicalement différente que quand on a été sociabilisé en tant qu'homme et qu'on a un passing, les gens nous reconnaissent comme un homme sur les réseaux. Complètement différent. On a beaucoup plus de pushback où les personnes qui commentent vont beaucoup plus facilement remettre en cause notre expertise si on est une femme vers un homme. Et ça, si on ne prend pas en compte le fait de dézoomer et de se poser des questions sur le féminisme, les inégalités de genre, etc., parce qu'on est en mode business, on s'en rend pas compte. Et on souffre de cette situation. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est pas que une injonction de plus à devoir contribuer au système pour l'améliorer. C'est parfois aussi juste une meilleure compréhension de comment le système a façonné, a pavé notre route pour arriver jusqu'à l'entrepreneuriat. Et peut-être une façon d'être moins dur aussi envers soi-même par rapport aux inégalités qu'il y a dans toute forme d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je te rejoins tellement à 1000%. Moi, j'ai vraiment conscience, tu vois, du capital culturel, etc., dont je bénéficie notamment pour entreprendre. Parce que souvent, je disais, oui, moi, mes parents ne sont pas entrepreneurs, ils sont fonctionnaires. Bah ouais, mais ils m'ont pas transmis de capital entrepreneurial, mais ils m'ont transmis un capital culturel qui a une valeur inestimable et qui me sert tous les jours pour entreprendre et pour me faire accepter aussi de certaines tribus entrepreneuriales que j'aurais pas si j'avais eu d'autres parents. Complètement. Et ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup, nous, en coaching, c'est face à une situation qu'on pense être uniquement une situation business ou stratégie entrepreneuriale, dézoomer et essayer de se rendre compte, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu systémique qui joue là-dedans ? Inégalité de genre, féminisme, racisme. Il y a tellement d'histoires que j'ai dans les parcours d'entrepreneurs qui sont nos clientes ou même que j'observe de l'extérieur où, en fait, c'est des enjeux systémiques qui leur font faire ou ne pas faire des choses et c'est rien à voir avec le business. Et tant qu'on ne regarde pas les choses sous ce spectre, en fait, on se culpabilise nous-mêmes de se dire « Ah, je ne suis pas assez forte pour » ou « J'ai pas les moyens de »,« Je suis une sombre merde » parce que c'est ça que on pose un faux diagnostic, en fait. Le diagnostic, il est toujours individualisé. Ouais. Okay. Et ça rejoint les enjeux politiques qu'on voit par exemple sur l'écologie. D'un bord du spectre politique, l'écologie est un sujet individuel de tous les efforts que toi, Flavie, tu dois faire. VS, un regard plus complet systémique de se dire en fait, il y a des choses qui favorisent certains comportements ou non dans la façon dont la société est construite. C'est pas que les individus qui ont le poids de tout. Et tu vois, moi, je me sens vraiment concernée par ton message parce qu'il y a un petit truc qui me chagrine avec le soloprenariat, que pourtant j'adore, qui est pour moi la liberté, etc., c'est de contribuer d'une manière ou d'une autre à cette forme d'individualisation de la société, de méritocratique un peu, tu vois, parce qu'on a l'impression que le solopreneur, il se construit tout seul et que c'est que grâce à lui, alors que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on a un terreau, comme on dit, faut un village pour éduquer un enfant, faut un village pour faire grandir un solopreneur. Complètement. Donc, ça me fait plaisir qu'on sache qu'il y a un spectre et qu'on pense aussi que le solopreneur, il s'inscrit là-dedans. Bien sûr qu'il y a du mérite quand même, parce qu'il faut se le coltiner, tout ce qu'on fait tous les jours. À un moment donné, il faut se lever, se mettre derrière l'ordi et bosser, bien sûr. Mais voilà, il y a aussi tout ce cortège de contexte. Et du coup, toi, tu es allé encore plus loin parce que tu as dit, moi, je veux aussi non seulement comprendre, mais contribuer. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là où on pourrait se dire « c'est compliqué son histoire de trucs systémiques », pas tant que ça. Parce que par exemple, on va prendre la cartographie, l'échiquier concurrentiel des bootcamps pour freelance. Tu as une place bien à part dans l'échiquier, en fait, qui est un programme très long. Je crois que ça dure combien de temps ? 2 ans, 3 ans, 2 ans, ton programme Surf, avec l'idée d'être un freelance aligné, engagé. Et c'est une place à part, c'est un produit à part. En fait, tu as créé un produit rentable qui a son marché, etc. Catégorie presque même, on pourrait dire. Une catégorie. Et c'est très malin, en fait, même d'un point de vue business. Je sais que tu ne l'as pas fait pour ça, mais tu vois ce que je veux dire pour reboucler sur le fait que ce n'est pas que du caritatif. Bien sûr. Et en fait,
je milite même au sein de notre écosystème, comme tu sais, pour faire en sorte qu'on voit les choses de cette manière de plus en plus. Sur tous les podcasts entrepreneuriaux, je suis la petite épine qui vient faire en sorte que le business as usual, on parle plus que de ça. On ramène d'autres choses. Genre, j'ai envie d'être la personne qui passe sur le podcast qui ne parle que de stratégie marketing pour dire hop, les amis, comment on fait pour concilier une réflexion marketing avec le fait qu'on manque de ressources naturelles et qu'à un moment donné, on n'aura plus d'ordi potentiellement si on ne règle pas l'acheminement des métaux rares, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, je suis cette personne. Ce qui fait que, et on va peut-être en parler dans la suite aussi, ça fait réfléchir autrement à l'entreprise, notamment à est-ce que mon entreprise, elle est résiliente face aux risques systémiques ? Est-ce que mon entreprise, elle est capable de survivre à la disparition des métaux rares si je fais tout sur Internet ou pas ? Est-ce que mon entreprise, elle est capable de résister à un basculement démocratique où tout d'un coup, l'accès à l'entrepreneuriat est limité selon ta couleur de peau ? Et peut-être pas, en fait. Et c'est ça les vraies réflexions systémiques. C'est pas est-ce que je suis un gentil petit freelance qui contribue à l'écologie ? Non, c'est aussi une question de survie personnelle de ses projets, de son entreprise et de sa vie pour certaines personnes. Je sais pas si j'étais prête là, à ce stade. J'ai mon cœur qui palpite, je sens que vous aussi. Et non, vraiment, ça va très très profond. Mais je m'en doutais avec toi, Thomas. Tu étais là tout sourire et boum, tu me balances ça. Non, c'est très intéressant. Et on va en parler justement dans l'épisode suivant. Comment rendre son entreprise plus résiliente et plus durable, parce que ça sert à ça. Et moi, je suis assez obsédée aussi par l'histoire du long terme. Parce que finalement, ça va assez vite, l'entrepreneuriat. C'est un peu un jeu quotidien et on peut oublier cette vision long terme. Qu'est-ce que tu nous proposes comme exercice de coaching, d'auto-coaching ou défi pour justement peut-être comprendre le système dans lequel on s'inscrit, puis peut-être y contribuer ou l'utiliser ? Avant de contribuer, comprenons où on se situe dans ce truc-là. Donc j'ai 2 questions à poser. La première, c'est, selon le contexte dans lequel j'ai grandi, de quel capital est-ce que j'ai bénéficié ? Est-ce que c'est un capital culturel, un capital financier ? Avec quelles armes j'ai commencé ? Et ça nous permet de nous poser la seconde question qui est sur le spectre des privilèges, où je me situe. Moi, par exemple, j'ai le privilège masculin dans un monde conçu pour récompenser les hommes. Donc le patriarcat, j'en bénéficie. J'ai le privilège blanc. C'est-à-dire que le monde occidental, notamment, est pensé pour moi. Et j'ai pas de frein face à ça. Par contre, un des bénéfices que j'ai pas sur le spectre des privilèges, c'est le privilège social. J'ai grandi avec des parents, peu de moyens, j'aurais pas d'héritage, ou alors l'héritage que je recevrais, c'est une grange défoncée qu'on n'a jamais pu rénover parce qu'on n'a pas eu l'argent de le faire. Et donc je dois me construire ma propre sécurité financière. Et la charge mentale qui s'accompagne de ça fait partie des privilèges que j'ai ou que j'ai pas. Moi, j'ai pas de filet de sécurité. Et peut-être de tes motivations aussi, d'ailleurs. Aussi. Et de la façon dont tu vas orienter ton... Il y a avantages, inconvénients de chacune de ces situations. Je me rappelle de mémoire, ça fait une sorte de petit diagramme, non ? Quand je l'ai fait, ça, ce truc des privilèges, tu sais, comme un diagramme araignée, un truc comme ça. Il y a des outils pour le faire. Je pense qu'on peut le mettre dans la newsletter aussi, comme ça, si vous voulez jouer au jeu des privilèges. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais voilà. En fait, c'est hyper intéressant de s'en rendre compte, parce que en fonction d'où on se situe sur ce spectre, on ne peut plus recevoir les conseils que nous balancent les gourous d'Internet de la même façon. Parce que ça se trouve, ils ne sont pas au même endroit du spectre des privilèges et n'ont aucune conscience de leurs privilèges. Et tu vois, moi, je me fais souvent la réflexion, quand je reçois certains messages, je me dis, mais pourquoi cette personne pense comme ça ? C'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes capitaux. On ne part pas du même endroit. Par exemple, l'autre fois, je voyais un Reels de Anthony Bourbon. Il y a beaucoup de choses à dire sur le truc. Un épisode entier sur Anthony Bourbon. Mais peu importe, il dit genre... c'est le moment où vous comprenez que vous êtes seul dans la vie et complètement abandonné, que vous allez vous mettre un coup de pied au cul. Et je suis là, mais pourquoi il pense ça ? Parce que moi, j'ai un gros capital d'amour et de confiance par mes parents qui s'occupaient de moi, etc. Donc moi, j'ai jamais eu besoin de me dire, je suis abandonnée. Mais je pense que lui, il a été abandonné ou je sais pas quoi. Il y a un dos là-dessus. A priori, son histoire, c'est qu'effectivement, il a fini dans la rue et c'est notamment de ça qu'il a rebondi. Et du coup, méfiez-vous des conseils que les autres vous donnent parce que ça va pas venir combler un gap que vous avez forcément. Parce qu'au contraire, ça va même peut-être le déstabiliser. Donc, je trouve ça très intéressant de réfléchir à ses propres... Puis l'exemple de Anthony Bourbon est très parlant. C'est, à mon sens, quelqu'un qui est dans le syndrome du survivant incroyable. C'est clair. Où en gros, il essaye de retourner le fait qu'être à la rue, c'est une bonne nouvelle parce que ça te donne une motivation supplémentaire. Alors oui, peut-être pour 0,1% des personnes qui sont à la rue. Beaucoup d'autres gens, c'est une autre histoire. Et qui, en plus, n'a pas conscience des privilèges qui lui ont permis d'avoir cette histoire-là.
un mec blanc. Après, je connais très mal son histoire, mais ça, c'est déjà 2 grands angles morts que je vois qui sortent du truc. Et donc, quand on voit l'écosystème entrepreneurial où la majorité des personnes qui donnent tous les conseils sont des gens privilégiés, qui, je pense, ont bénéficié quelque part syndrome du survivant, ils ont fait des trucs et il y a plein de gens pour qui ça n'a pas marché. Mais du coup, on se raconte que ça marche et du coup, on se culpabilise si nous, ça ne marche pas. Remettre ce truc de où je suis sur le spectre des privilèges et donc à partir d'où est-ce que je parle, ça change beaucoup dans comment on parle et comment on reçoit. Super intéressant. Écoute, je te remercie pour cette franchise aussi et tous ces mécanismes aussi que tu as développés pour adresser un message aux freelances, mais sans être dans l'injonction qui va les enfoncer encore un peu plus. Et je pense que ça nous inspire. Allez, c'est parti. Tu vas nous donner tes conseils maintenant pour avoir une entreprise encore plus durable et résiliente, parce que c'est pas que se miner le moral, c'est surtout se doter d'outils ou de méthodes pour rendre son entreprise plus résiliente. Et ça, c'est très, très cool quand on est freelance, parce qu'on n'a pas envie d'être dans un truc trop friable où on peut pas avoir de sécurité en l'avenir. Et j'aime beaucoup aussi cette façon de procéder. Donc, on y va pour les conseils durabilité. Alors, tu me disais, Thomas, ce qui compte, c'est d'être résilient aujourd'hui dans un environnement qui, on le sait, il y a des ressources limitées, en voie d'extinction, etc. Il y a des comportements qui changent, il y a la politique qui change. Le monde aujourd'hui dans lequel on entreprend, même si c'est à un petit niveau en tant que freelance, en fait, il est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, on le voit bien là, parce que tu as des freelances qui perdent des contrats parce que c'est la merde au niveau des entreprises, parce que c'est la crise, et que du coup, on dégage tous les contractors en premier. Donc en fait, on est quand même soumis aux vicissitudes de ce monde international et tout qui a l'air éloigné, mais en fait, on en subit de plein fouet, et peut-être parmi les premiers, enfin après les travailleurs encore plus précaires, on va subir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ça et pour rendre notre boîte un peu plus durable ? La raison pour laquelle cette conversation elle est pertinente avec tout le reste qu'on a mentionné, c'est pour repositionner que s'intéresser aux enjeux systémiques, racisme, écologie, etc., c'est pas que un truc de « je suis le bon petit soldat qui contribue, qui fait mon taf ». C'est pas un truc de « regardez-moi, je suis un ange ». C'est aussi pour prendre soin de soi et faire en sorte que mon projet de vie, déjà, parce que c'est une question de survie, l'écologie, mais mon question d'entreprise, il puisse durer dans le temps. Et la première fois que moi, je me suis posé cette question de la résilience de ma boîte et de sa stabilité dans le temps, c'était dans un mastermind où la première question qu'on nous a posée à tout le groupe, c'était comment vous mesurez la possibilité de votre boîte de durer 10, 100, peut-être 1000 ans. Et ils prennent l'exemple d'entreprises au Japon qui sont millénaires. Incroyable, une entreprise millénaire, une entreprise qui a duré plus de 1000 ans. Et il dit, à votre sens, comment elle a fait pour durer ? C'est quoi les critères qui font qu'elle dure plus de 1000 ans ? Et ce qu'il faut savoir sur les boîtes japonaises, ils en avaient beaucoup parlé au New York Times, dans les médias au moment du Covid, énorme crise, et ils ont dit il y a des boîtes qui survivent aux crises depuis plus de 1000 ans, comment elles ont fait ? Et en fait, au Japon, toutes les entreprises ont une gestion de trésorerie complètement différente de la nôtre. Nous, il y a le truc de faut gérer la trésor pour jamais taper en dessous de zéro et être un peu à flux tendu, pas garder trop d'argent de côté parce que c'est de l'argent qui dort que tu peux réinvestir. Au Japon, ils gardent beaucoup de trésor. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, tu te prends une énorme vague sur la gueule qui décime toute la ville. La personne qui gagne en business, c'est la personne qui reconstruit son resto le plus vite. Oh, purée. Et donc, beaucoup de trésor de côté pour savoir reconstruire, refaire les travaux, etc., pour revenir sur le marché, pour pas mourir. Il y a un message positif derrière ce truc un peu flippant. Je suis désolée pour les échos anxieux qui nous écoutent et anxieuses. J'en suis un. C'est que plus tu es dans un écosystème mouvant et dangereux, plus tu es résilient, finalement. En tout cas, plus il faut que tu t'intéresses à ta résilience. Okay. Parce que plus tu peux l'être. Eux, ils ont dû se poser la question. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait liquider leur entreprise et qui ont mis 3 ans à reconstruire, qui se sont dit, peut-être on peut anticiper, parce qu'a priori, ça va se repasser. Okay. Sur une île comme ça où il y a des earthquakes tout le temps, je perds le mot en français. Des tremblements de terre. Tremblements de terre, voilà. Donc ça, c'est pour repositionner pourquoi on se pose la question de la résilience. Ensuite, en fonction des personnes, des contextes, etc., ça va être complètement différent ce que ça veut dire la résilience. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce que ça a du sens en tant qu'entreprise individuelle de penser à dans 1000 ans ? Ça, à part pour ceux qui croient en l'homme augmenté, Elon Musk, la puce dans la tête et qu'on va... Après, ça dépend de nos objectifs. Ça, c'est une vraie question. Ça veut dire quoi pour moi la durabilité et la résilience ?
Et effectivement, toutes nos boîtes, à nous, freelance, ne sont pas vouées à vivre pour 1000 ans. Mais déjà se poser la question de jusqu'à la fin de ma carrière, Ouais, c'est déjà beaucoup. c'est déjà beaucoup. Mm. Il y a des boîtes qui ne durent pas 50 ans. Il y a beaucoup de freelance qui ne durent même pas 2 ans. Donc se poser cette question de la résilience, ça nous force à prendre en compte d'autres critères que juste est-ce que je fais du CA à la fin du mois et est-ce que je suis en croissance. Ça nous force déjà à remettre, on en a parlé à un moment donné dans notre conversation, les critères d'épanouissement personnel et de santé personnelle dans le truc. Eh oui. Si ma santé, elle craque, a priori, ma boîte, elle n'est pas très résiliente. Donc ça nous oblige à nous remettre dans le contexte de, en fait, mon entreprise se construit sur ma santé. Donc ma santé redevient un des atouts prioritaires de la boîte que je dois protéger. Donc là, déjà, il y a plein de critères de résilience à voir sur la durabilité de l'entrepreneur lui-même. Santé physique, santé mentale, etc., etc. Et ça repriorise des trucs que beaucoup d'entrepreneurs laissent de côté quand on réfléchit comme ça, tu vois. Bah déjà, quand tu penses qu'il y a plein d'entrepreneurs de freelance qui sont tout le temps en mission client, qui se forment pas, qui se reposent pas. Ça pose la question de la compétence. Ouais. À quel point est-ce que j'ai investi dans des compétences futures ? Ça pose la question de la dépendance à des clients. Si je suis dépendant à un client, je suis pas très résilient. Le client part, j'ai plus de chiffre d'affaires. Du coup, il y a plein de boîtes que ça ouvre comme ça, et on peut reprendre ce qu'on s'est dit déjà sur le triptyque. C'est quoi les critères de résilience qui parlent de moi ? C'est quoi les critères de résilience qui parlent des autres, des gens avec qui je suis en interaction ? Est-ce que je dépends d'un fournisseur et d'un seul outil ? Est-ce que je dépends d'un seul client ? Tout ça. Et il y a les critères de résilience qui parlent de l'écosystème dont je fais partie. Est-ce que je suis dépendant de l'existence d'une loi ? Et est-ce que cette loi est discutée en fonction des bords politiques qui sont au pouvoir ? Si l'extrême droite prend le pouvoir en France, j'aurai le droit d'entreprendre, moi, ou pas ? Est-ce que j'aurai le droit de faire telle activité ? Non, mais c'est hyper intéressant. Vas-y, continue, j'ai perdu ma question, ça va revenir juste après. Mais du coup, ça nous pose aussi la question de comment je fais pour cultiver ma résilience par des actions qui ne sont pas les actions qu'on pense. Ce serait quoi les actions alors qu'on moi, par exemple, engager ma boîte en politique, c'est une question de résilience de ma boîte. C'est que si je ne prends pas la parole sur ces sujets et je ne fais pas en sorte de faire évoluer les choses dans le sens qui me serait pertinent, ma boîte court un risque direct. Si par exemple on a un gouvernement climato-sceptique qui ne prend pas soin des ressources premières, il y a un jour, peut-être dans 30 ans, j'aurai plus accès à l'eau potable. Si j'ai pas accès à l'eau potable, comment je fais pour entreprendre quand j'ai des besoins primaires qui sont plus nourris ? Tu vois, c'est des trucs très terre à terre comme ça, où si on prend pas soin des métaux et de comment on gère l'acheminement en métaux rares, dont moi j'ai besoin, parce que mon entreprise elle est numérique. Enfin, tu dis très terre à terre, mais là, tu es déjà sur un niveau de conscience et très, très sociétal, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire attends, moi, je m'en fous de l'approvisionnement de mon Mac. Bon, tu t'en fous jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Mais ils vont se dire, je ne suis pas responsable directement de ça, quoi. Tu vois, on voit déjà que tu as quand même un niveau de responsabilité qui est très, après, très haut. On le met à différents stades, mais un endroit où ça peut être le cas, par exemple, c'est l'alimentation. Un critère de résilience qu'on a parlé, c'est la santé. Le lien entre notre alimentation et la santé, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas forcément. On se rend pas compte. Moi, jusqu'à il y a 2 mois, 3 mois. On se rend pas compte que la majorité des aliments qui sont dans les grandes distributions, elles viennent de sols pollués. Ces sols pollués viennent d'industries polluantes. Et donc, on voit que, par exemple, 99% de la population en France ont des polluants éternels à l'intérieur de leur corps, qui ne disparaîtront jamais. Quand tu te rends compte de ça, et que tu sais que ta santé est un élément de résilience pour ta boîte, pour que tu puisses continuer de faire ce que tu aimes faire toute ta vie, tu te dis comment je prends soin de ma santé, peut-être qu'il faudrait manger bio. Et si il faut que je mange bio, ou en tout cas que je cultive chez moi, ou j'en sais rien, parce que tout le monde n'a pas accès au bio, parce qu'on a parlé des privilèges avant, privilèges financiers de manger bio, c'est pas facile. On se pose la question, qui politiquement, défend l'accès à une nourriture qui est qualitative pour toutes. Mais alors, tu vois, là où je veux dire, il y a une forme d'éloignement plus ou moins proche de moi, plus ou moins en aval dans la société. Moi, je défends souvent l'idée que le financier va te permettre de rendre ton entreprise plus durable. Et souvent, c'est un truc plus actionnable pour les gens rapidement. Et parfois, les gens,
ils se rendent pas compte que des actions, même comme par exemple ne jamais prendre le temps de faire un post sur LinkedIn de temps en temps pour parler de ton activité en freelance, juste parce que tu es busy en mission client, ils se rendent pas compte que dans 6 mois, ils vont se retrouver sans chiffre d'affaires. Ça, c'est critères de résilience, écosystème, voilà. Est-ce que j'ai un réseau ou pas? Mais proche, quoi. Là, on n'est pas sur un truc hyper philosophique, on est sur un truc, là, voilà. De toute façon, dans la conversation, on tire le truc dans tous les sens. Voilà, ok. Le point de départ, c'est de se demander qu'est-ce qui va conditionner la résilience de ma boîte. Donc, il y a réseau, dépendance aux clients, dépendance aux fournisseurs. Et là, effectivement, comme tu le dis, il y a des actions très court terme à faire. Non, voilà, on peut faire les deux. On n'est pas obligé de partir tout de suite sur un truc tout à fait. Wow, et il y a des choses qui vont avoir des résultats demain. Ouais. Il y a des choses qui vont avoir des résultats dans 5 ans. C'est pas pour autant qu'il faut prioriser les choses qui ont un résultat demain. Ah ben clairement. Parce que si le truc résultat dans 5 ans, c'est j'ai un cancer, je meurs, tu vois. Non mais c'est horrible. C'est horrible, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit, malheureusement, en fait. Bien sûr. Non, mais Et c'est pour ça que, en fait, rentrer par la question de la résilience, ça nous rappelle que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes et qui fait une différence dans est-ce que je vais être capable de travailler comme je travaille aujourd'hui, de faire ce que j'aime, de passer du temps avec les humains que j'aime pour le restant de ma vie. Et si c'est ça notre désir, il faut prendre en compte l'écosystème autour de nous qui nous permet de le faire et les critères de résilience de santé, de notre boîte, etc., qui nous permettent de le faire. Et ces critères, c'est pas que des critères business. Ah oui, clairement. Ça c'est peut des être critères santé. La sédentarité, l'alimentation, l'arrivée d'un enfant. On en parlait parce qu'on a fait une table ronde sur ton podcast sur la parentalité que je vous conseille d'aller voir, qui est très cool parce que c'est comme un accélérateur de résilience. Mais oui. La parentalité, tu es obligé d'un coup de changer tout ton modèle. Tu vendais ton temps tranquillou et puis d'un coup, il y a un enfant qui arrive. Et c'est presque une bonne nouvelle. C'est comme toutes les personnes qui, à un moment donné, ont une maladie hyper grave. Il y a un avant, un après. Pourquoi ? Parce que ça rend visible, tout d'un coup, des trucs invisibles pour les autres. Et ça, souvent, j'avais lu dans cette technique, dans Harvard Business Review, que pour prendre une décision, il faut rapprocher le biais temporel. Il faut se dire, par exemple, si tu hésites à prendre une mission client, il faut que tu te dises, OK, la mission client, elle dure 6 mois. Enfin, elle est pour dans 3 mois. Mais si elle était là cet après-midi, là, si je devais m'y coller, est-ce que j'aurais envie ou non ? Et souvent, ça t'aide à décider oui ou non beaucoup plus vite que si tu t'acceptes oui, OK, pour une conférence. Et en fait, dans 3 mois, ça te saoule d'y aller, mais tu as dit oui, tu es pris au piège. Trop bien. Est-ce que t'as... je sais pas, mais... Trop bien. J'essaye de remettre des petits trucs anodins comme ça que vous pouvez faire aussi comme ça pour augmenter la résilience sans aller tout de suite dans les choses qui vont peut-être vous... Il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions faciles. Ok. On commence par quoi alors, petit défi là comme ça, qu'est-ce que tu nous conseilles? Donc moi, le premier défi que je dirais, c'est on reprend les 3 spectres, pour soi, pour les autres, pour l'écosystème dont je fais partie, et on se pose la question, dans chacun de ces pôles, qu'est-ce qui va influencer le fait que ma boîte puisse durer plus ou moins longtemps? D'accord. Ok. Donc ça va être santé, ça va être réseau, enfin tous ces trucs qu'on a déjà mentionnés. Et ensuite, une fois qu'on a cette liste, ok, la résilience de ma boîte dépend de cela. On peut en choisir 3-4 et se dire, ok, pour ces 3-4-là, qui me semblent les plus pertinents dans mon cas, parce qu'il y a des personnes pour qui, tu vois, moi par exemple, je suis dans une phase où je fais énormément de sport. Et donc par exemple, le critère de résilience pratique de quelque chose qui me met du mouvement, en ce moment, il va être moins important parce que c'est ma norme. Okay. Donc, je vais choisir un critère de résilience autre. Donc, on choisit 3-4 et on se demande, OK, pour nourrir la résilience de ces 3-4 facteurs, comment je peux faire pour qu'ils se développent avec des petites actions du quotidien? C'est comme les indicateurs de performance d'une entreprise, en fait. C'est une paire de lunettes autre qui de toute façon, je pense, va vous mettre grave en mouvement sur finalement la performance de votre boîte. Parce que c'est ça, être résilient, c'est être performant sur la durée. Exactement. D'une certaine manière. Et ça change le fait de se dire, il faut que j'ai 1 000 € de chiffre d'affaires demain. Et on se dit, OK, non, c'est pas si grave. Ouais, c'est bon, c'est vu et revu le SMIC LinkedIn, les gars, ça fait 5 ans. Ça vous mettra d'autres... Le chiffre d'affaires est moins pertinent pour mesurer la résilience de la boîte que de mesurer ma santé mentale tous les jours, par exemple. Enfin, toutes les semaines, quand on fait nos bilans, tu vois. Tous les jours, c'est peut-être un peu intense. Mais voilà, c'est nouveaux critères de mesure de qu'est-ce qui va me faire durer. Bien sûr, il y en a, ils sont très terre-à-terre entrepreneuriaux. Il y en a d'autres. Donc, on fait la liste, on en choisit 4 et on se pose la question des actions. Hyper intéressant. Et alors, si vous pensiez qu'avec ce 4e épisode, on était au max de la philosophie et de la profondeur de réflexion et de la profondeur de champ que nous propose Thomas, eh ben, c'est faux, car nous avons le 5e épisode dans lequel tu vas nous parler. Si vous êtes encore capable de m'écouter. Faites pause, prenez quelques petites respirations, ouvrez encore plus vos chakras et là on va parler d'un concept incroyable qui est l'entreprise régénérative
Et c'est parti pour l'épisode à suivre. Let's go. Alors, là, on a pas mal déconstruit et reconstruit un modèle d'entrepreneuriat solo qui change complètement de ce qu'on voit d'habitude, où en gros, grosso modo, les gens s'arrêtent à ouvre tel statut et fais tel chiffre d'affaires et après, go. Enfin, tu vois, voire même après, tu scales, tu montes une agence, tu recrutes des gens, voilà. Tu recrutes des gens, tu délègues. C'est assez limité, en fait, quand même, la pensée entrepreneuriale sur le soloprenariat. Moi, j'essaye de densifier un peu de mon côté avec la logique de scalabilité qui n'est pas pour le toujours plus, mais qui peut être aussi pour plus ou égal, mais plus de temps libre, plus de liberté en fait. C'est pas que financier. Mais toi, tu as un concept qui va encore plus loin, c'est la pensée de l'entreprise régénérative. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient et qu'est-ce que c'est ? Complètement. Et bien heureusement, c'est pas mon concept. Il y a des gens tellement intelligents qui introduisent ça et qui travaillent sur ça tous les jours. Donc, heureusement, c'est pas le mien. Mais je m'en fais de plus en plus un advocate pour en parler, notamment dans notre cas de gens seuls, parce que c'est un sujet qui est beaucoup discuté pour des énormes boîtes, des banques, des trucs comme ça. Mais tout ce qu'on s'est dit pour l'instant, juste pour repositionner la conversation pour tout le monde, c'est on a parlé de voir autrement l'objectif d'une entreprise et comment elle se positionne dans notre vie en tant qu'indé. Donc il y a ces objectifs pour les différentes transformations qu'on cible, il y a ces enjeux de résilience aussi. Le but d'une boîte, c'est qu'elle dure dans le temps pour remplir nos besoins, c'est pas percer du jour au lendemain. Comment ça fonctionne une entreprise, n'importe quelle entreprise, même les nôtres. On consomme des ressources qui sont soit humaines, notre temps, notre énergie, nos compétences, notre espace mental. Ça me parle. On consomme des ressources financières. On investit de l'argent parfois pour louer un outil. Tous les graphistes qui utilisent Adobe et qui sont obligés, vous le savez, vous avez un abonnement tous les mois à payer. On consomme donc des ressources financières. Et on consomme aussi des ressources qu'on pourrait appeler industrielles ou de nature. Mais moi, j'aime bien les repositionner, en tout cas dans le modèle régénératif, c'est ce qui se fait, comme des ressources naturelles. C'est-à-dire, toi, pour faire ton podcast, tu as besoin d'un micro, tu as besoin de ton ordi. Les métaux rares, les trucs comme ça. Et ces ressources, en fait, si on remonte la ligne jusqu'à beaucoup plus tôt, à un moment donné, c'est une ressource naturelle. L'électricité qu'on utilise pour nourrir Internet et nos ordis, à un moment donné, c'était une ressource. Et en fonction de son fournisseur, ça en a une différence. Ça fait du bien de s'en rappeler aussi. C'est comme quand on s'est dit, on fait tout en numérique, etc. Mais bon, en fait, l'impact carbone, c'est le 4e impact carbone, etc. Voilà. Avant-hier, d'ailleurs, avant-hier, au moment où on enregistre cet épisode, il y a l'ADEME, qui est le truc gouvernemental de recherche et de compréhension sur l'écologie, qui a fait une note au gouvernement pour dire attention, le secteur numérique, du coup métaux rares, tous ces trucs, il arrive à un point de rupture. On va consommer les ressources plus rapides que ce qu'elles sont capables d'être générées. Donc ça montre qu'en gros, il y a des potentielles limites. Donc, toute entreprise consomme ses ressources. En fonction de la boîte, on consomme plus ou moins des différentes ressources. Puis elle les transforme pour faire un produit ou un service qu'on vend. Et en échange de la vente, on reçoit une ressource financière, de nouveau. Donc en fait, toute entreprise, par défaut, est dans un système qu'on peut appeler d'extraction ou de destruction. Je prends des ressources que j'extrais, ressources humaines, ressources en naturel, etc. Je les transforme pour générer des ressources financières. Donc la ressource financière est la destination. Et tu le vois dans la manière dont beaucoup d'entreprises sont générées, la ressource financière est plus importante que toutes les autres. Et elle va vers les investisseurs et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on mesure le taux de variation sur les bourses et ainsi de suite. L'entreprise régénérative, elle ramène ce point de la résilience en disant « les amis, créer ce capital financier, ce n'est possible que si il y a suffisamment de ressources humaines et de ressources naturelles de l'autre côté. » Parce que bon, on consomme des ressources financières, on les réinvestit parfois. Les ressources humaines, ressources naturelles, ça c'est des choses, elles mettent du temps à se régénérer. On ne peut pas transformer l'argent en l'infini. Ressources humaines. Et là, tu le vois, par exemple, sur le marché du travail en France, on parle de plus en plus de burn-out. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le burn-out? C'est un épuisement des ressources humaines. Extraction de la ressource humaine pour de la transformation en capitaux. Exactement. Et en fait, on arrive au point de rupture où on a trop extrait les ressources humaines et on n'arrive plus à générer la ressource financière. Tu vois, le vice, il est trop serré. Moi, je m'en rends bien compte parce que dans ma logique de scalabilité,
je me fixe des limites en fait aussi, tu vois, parce que moi je me suis dit à quoi bon. J'avais cette revanche à prendre de faire les 300 000 pour faire le salaire d'avant, etc., compter un peu large, me mettre en sécurité. Après, je me dis potentiellement mon business model, il est scalable jusqu'à pas l'infini, mais on peut. Et on peut faire comme tous ces infopreneurs, solopreneurs, recruter, scaler, mettre des coachs, grandir. Mais je me suis dit, mais jusqu'à quoi et à quoi bon? Et donc, tu vois, moi, je cape ma ressource humaine à moi, plus une petite quotité de freelance qui est à peu près, d'après mes estimations, 15% d'équivalent temps plein. Et en fait, je fais ça pour me limiter en termes de santé mentale et de management, pour pas finir dans un engrenage où je finis par être un méga manager qui manage 100 personnes ou agences et tout. Et j'ai pas du tout envie de ce mode-là. Donc, je pense que j'ai compris pour la limitation de la ressource humaine, en tout cas à mon niveau. Mais c'est mon premier niveau de réflexion. Voilà, et c'est celui qui est le plus simple à capter, parce que le point de est-ce que je suis épuisé et que pour maintenir le système de ma boîte où je transforme et je crée des produits-services, en fait, ça détruit ma ressource humaine personnelle. On a bien compris, le truc ne marche pas. Ouais. Donc, le modèle régénératif, qu'est-ce qu'il pose? Il dit, en fait, le but, c'est pas extraire, transformer, reprendre des capitaux financiers, c'est créer un système qui se nourrit et qui est résilient dans le temps. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça change l'objectif de la boîte. L'objectif de la boîte, ce n'est pas générer le chiffre d'affaires final ou la rémunération finale du fondateur ou de la fondatrice, c'est créer un puits de ressources dans lequel on peut continuer de piocher. Sur la ressource humaine, c'est simple à comprendre. C'est est-ce que mon entreprise me permet d'être tout le temps disponible pour continuer de travailler, c'est-à-dire la façon dont je pense mon entreprise, elle me permet d'avoir plus de ressources qu'avant mon entreprise. Ouais. Donc, je suis plus reposé, je suis plus détendu, parce que ma boîte, elle me permet d'avoir le temps de me reposer. Ma boîte, elle me nourrit avec de l'argent suffisant pour remplir mes besoins, aller faire du sport, aller au spa, des trucs comme ça. Donc, est-ce que mon entreprise génère assez de ressources pour réinvestir dans la machine? Et ça, on peut le penser en termes humains, mais on peut et on doit, à mon sens, aussi le penser en termes ressources naturelles. Et je vais donner un exemple très simple à comprendre. Toutes nos entreprises à nous, freelance, sont pas mal numérisées. On consomme de l'électricité. La version 0 d'un système régénératif sur cette ressource-là, qu'en est une parmi plusieurs, ce serait est-ce qu'on produit nous-mêmes l'électricité dont on a besoin pour bosser? Ouais. Ce que j'allais te poser de ta question, parce que toi, tu es dans un village, un peu en mode grange ou projet de village aussi. Je ne sais pas si c'est toujours dans tes projets. Pour l'instant, je vis dans une maison passive. Ok. Le but d'une maison passive, c'est qu'elle a besoin d'aucune énergie pour être chauffée. Donc déjà, ça, c'est un endroit où on a réduit drastiquement les ressources qu'on consomme, notamment l'hiver. C'est pas encore autosuffisant énergétiquement parlant sur la totalité du spectre énergétique, mais sur le chauffage déjà. Ce qui est un pas énorme où on consomme rien pour se chauffer, pas de bois, rien du tout. Et le projet futur, effectivement, c'est créer un écolieu avec des habitations individuelles. Là, on est en coloc dans la maison, mais l'idée, c'est d'avoir des habitations individuelles, conçues écologiquement, et aller le plus possible vers l'autosuffisance. C'est pas forcément possible. Et c'est pas non plus forcément le but. L'idée, c'est pas de penser chaque individu redevient le paysan qui fait toute sa nourriture et ainsi de suite. Ça, c'était la vie avant où on nourrissait tous nos besoins seuls. Il y a plein d'avantages au fait de vivre en société. Mais quand les structures gouvernementales et sociétales qui sont censées penser le maintien dans la durée de cette société ne font pas ce taf-là, il faut aussi qu'on le refasse pour nous. Et c'est là où je pense que les entreprises, elles ont un pouvoir immense pour le faire. Et avec ce modèle régénératif, nous, en tant que freelance, on peut aussi. C'est qu'il n'y a aucun lobby qui vient nous dire, avec beaucoup d'argent et beaucoup de véhémence, qu'il faut garder des pesticides dans l'alimentation. Enfin, on est libre de nos actions, en fait. En fait, j'allais dire même... Pour moi, le freelancing, c'est presque une mini-entreprise régénérative par rapport au salariat aussi. Parce que souvent, sur la dimension humaine, ça c'est clair. Voilà. C'est que beaucoup de gens y viennent pour pas se cramer. Parfois en termes de ressources aussi, parce que du coup, tu peux un peu plus contrôler ce que tu mets et quel est l'input et l'output. Exactement. Moi, par exemple, je suis solopreneur minimaliste aussi, tu vois, sur plein de choses. Les outils, les achats, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas de bureau, je m'en fous. Et je pense que ça fait partie d'une des possibilités d'entreprendre aussi. Et en revanche, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a plein de gens qui n'ont même pas conscience de... Enfin, tu vois, quand tu es dedans, et c'est normal, quand tu es dans le jus du travailler tous les jours, c'est dur de prendre le recul
que moi, je peux prendre parce que c'est mon taf de tous les jours de penser c'est quoi une entreprise, tu vois. J'avais enregistré avec Anaïs Baumgarten des sujets sur le minimalisme aussi, page de vente et tous ces trucs. Moi, je suis pas encore dans le minimalisme digital de la création de contenu, tu vois. Voilà. Ouais. C'est un espèce de rabbit hole dans lequel on peut tomber et tout décortiquer. Qu'est-ce qu'on fait Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, toujours la même chose, parce que il paraît que c'est l'action aussi qui nous permet d'avoir un élan positif. Et tu vois, quand on se met dans l'action, on est beaucoup plus... Du coup, il y a... Ce qui est intéressant quand on est à son compte et qu'on est indé seul, c'est que une grande partie des consommations de notre entreprise sont liées à nos consommations en tant qu'être humain. Il y a des choses qui diffèrent, évidemment, mais il y a une grande partie qui sont en lien. Notre consommation électrique, pour notre boîte, c'est souvent corrélé à la consommation électrique de notre maison. Et du coup, une des choses qui est très simple à faire, c'est faire son bilan carbone. Ouais, mais... Tu vas sur n'importe quel site, je recommande par exemple celui que fait Jean Covici avec Carbone 4, qui est super complet. Vous faites son bilan carbone à lui. On remplit tous les trucs. Et en faisant ça, on se rend compte où sont les endroits où j'ai le plus de poids par mon mode de vie ou le mode de vie de mon entreprise, et où des actions, souvent assez simples, peuvent contribuer le plus. Et je donne un exemple qui est tout simple à comprendre. Si je suis un entrepreneur solo, freelance, dont pour l'instant le mode de vie et de travail est pensé en tant que digital nomade, et que je prends beaucoup l'avion, en faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte que votre mode de vie de digital nomade est le truc qui pompe le plus dans votre façon de fonctionner. Donc ce serait débile de se dire je vais prendre des panneaux solaires pour que quand je suis dans ma maison, je renouvelle mon système électrique. Ce serait incroyable de le faire, génial, faites-le. Oui, mais c'est pas le prix. Le poids VS, je prends 5 fois par an l'avion. Alors que moi, qui ai une vie très chiante, sédentaire à Nantes, je crois que mon poids le plus élevé, c'était la viande. Franchement, super vie. J'ai vraiment une vie mais c'est génial. Je rigole. Et ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte aussi de ça. Parce que des fois, et c'est là où j'ai envie d'apporter une nuance qui est hyper importante et qui sera développée dans... Je suis en train d'écrire un livre sur toutes ces choses, donc ce sera la version pour aller creuser un peu plus loin. Ça sort en 2025, normalement fin 2025. Très bien. Donc je suis en plein dedans là. Mais il y a un truc qui est hyper important là-dessus à noter, c'est que quand on fait le bilan carbone, il faut noter une différence que moi j'aime bien apporter entre les émissions carbone de subsistance et les émissions carbone de luxe. Ouais, de luxe. De confort. Et sur l'avion, par exemple, c'est très important d'en parler parce qu'il y a plein de personnes qui, de par leur chemin de vie, prennent l'avion parce que c'est la seule manière pour eux de voir leur famille et leurs proches. Ben oui, c'est sûr. Alors que si moi je vais au Maroc faire un stage de surf, c'est complètement différent. Tu vas au Maroc pour faire un stage de surf parce que tu te dis ça va être cool, un petit week-end au Maroc, je vais me détendre. C'est pas un week-end, je tiens à préciser à mes détracteurs. Je donne un exemple. Quand même. Mais je peux pas abandonner mes enfants trop longtemps non plus, donc ça vous donne une idée de la durée. De la temporalité. Mais quand tu fais ton bilan carbone et que tu te rends compte que ce que je devrais dans un monde idéal avec les objectifs qu'on s'est fixés avec les accords de Paris. C'est un tous les 10 ans, non? Un truc comme ça? Un aller-retour Paris-New York, ça flingue ton bilan carbone pour l'année. Ok. Donc c'est une année d'émission quand tu fais ça. Ok. Donc si tu fais même un plus court courrier, c'est pire. Parce qu'en fait, t'as pas le poids de décoller un avion et de le faire atterrir, il compte énormément dans la consommation. Okay. Donc les cours, c'est encore pire, presque. Du coup, c'est galère. Ouais. Quand tu te rends compte de ça, tu te dis, ok, peu importe tous les autres efforts que je fais, le truc le plus simple, c'est peut-être ça. Et je suis pas en train de dire à tout le monde, vous devez arrêter l'avion, sinon vous êtes des sombres merdes, etc. C'est juste, faites votre bilan carbone. Comprenez ce qui se passe. De toute façon, je pense ceux qui écoutent jusque-là, l'épisode, j'ai envie de te dire... Ils savent que je suis pas là à les incriminer, c'est sûr. Voilà, vous êtes plutôt du côté et c'est là où on retombe. Des soutiens, on va dire. Et c'est là où on retombe pour avoir la prise de parole la plus complète possible sur ce sujet, sur les enjeux systémiques. C'est-à-dire, si on te dit t'es un mauvais écolo parce que t'as un iPhone, en fait, on vit dans un monde qui est tellement optimisé pour que ce comportement soit celui que tu as besoin de faire pour être en vie en société. Que c'est pas un problème individuel, en fait. Intéressant. S'il y avait des taxes différentes sur l'aviation, tu regardes la différence entre un train et un avion. Pour aller à Porto, tu payes 15 balles ton aller-retour. Si tu fais ça en train,
je pense que t'en as pour 300 balles. Mhm. Donc là, tu vois direct le clivage. Oui, c'est un nudge vers certaines formes de comportement. Qui en fait sont ceux qui coûtent le plus. Voilà, écologiquement qui nous empêche pas complètement de faire des choses individuelles, mais qu'il faut reconsidérer dans le système. Tout ça pour revenir entreprise régénérative. Qu'est-ce qu'on fait ? J'imagine que c'était ça la question, comment on active le défi. Et c'est le point final en plus, tu vois, c'est le défi final. Donc là, tu as intérêt à nous mettre du baume au cœur, Thomas, quand même. Hein, du baume au cœur ou on monte d'un cran en difficulté ? Non, vas-y, on monte d'un cran. Remarque, si on en est déjà là, dans les 4 stades de défi. Là, j'ai pas pu les faire comme d'habitude en même temps que vous, parce que d'habitude, je suis dans mon petit bureau, puis je me note les trucs. Mais allez, je suis prête. Donc moi, je dirais, je fais mon bilan carbone. Et basé sur mon bilan carbone, j'essaye de voir c'est quoi l'action que je peux faire maintenant. Parce que peut-être vous allez avoir besoin d'un cheminement un peu émotionnel. Moi, c'était par exemple un vrai cheminement émotionnel de me dire je ne prends plus l'avion. J'ai décidé dans ma vie, je prendrai l'avion une fois tous les 5 ans. Et si je le prends, je le rentabilise à fond. Donc mon prochain avion, ce sera 3 mois au Japon. Parce qu'il faut que je le rentabilise, ce putain d'avion. Je ferai pas un week-end au Maroc, tu vois. Mais du coup, je fais mon bilan carbone. C'est quoi l'action que je peux prendre maintenant, la décision que je prends maintenant pour réduire les ressources que mon entreprise consomme. Et dans le modèle régénératif, il y a des étapes. Réduire, c'est déjà incroyable. Même si l'objectif de réduction, il est intense. La moyenne du bilan carbone d'un Français, c'est 11 millions de tonnes. On doit être à 2. Ouais. Donc, gros objectif de réduction. Donc, réduire, c'est déjà génial. On peut aussi se demander comment je remplace. Par exemple, si j'ai mon électricité qui dépend a priori plus de pétrole, c'est pas trop notre cas en France, le mix il est plutôt sur le nucléaire, mais remplacé par un fournisseur électrique vert, ce serait incroyable déjà comme différence. Donc réduire, remplacer, le niveau max c'est régénérer. Comment je fais pour produire plus de ressources que celles que je consomme ? Et donc devenir producteur d'électricité en ayant des panneaux solaires chez soi, c'est une solution sur l'électricité par exemple. Et il doit y avoir des solutions en plus pour investir ou produire des trucs en tant qu'entrepreneur. Sur le solaire, c'est très simple. Tu as des panneaux que tu peux acheter, tu les branches dans une prise et ça génère de l'électricité directe. Okay. Tu peux en acheter, je crois, à partir de 6 ou 8, tu commences à couvrir une bonne partie de tes coûts électriques. S'il fait beau, évidemment. À Nantes, il fait toujours très beau. Mais ça, c'est une autre réflexion intéressante dans laquelle on ne va pas rentrer, mais je tease pour la réflexion future. Si on va vers ces modèles, repenser son entreprise pour vivre pas d'une énergie constante, mais d'une énergie intermittente. Et ça change, c'est fascinant de réfléchir à sa boîte. Comme la nôtre. Différemment, tu vois. Humaine. Notre énergie est intermittente. Exactement. Et c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que c'est des challenges pour mon être stratégique dont je parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur le podcast une fois. Je pose toujours des questions de fin, demande aux gens de poser des questions de fin sur le podcast. Et la question, c'était demain, il y a une pénurie d'Internet. Et tu n'auras plus d'Internet pour ton entreprise pendant des mois et des mois. Tu ne sais pas quand ça se termine. Comment tu fais ? Moi, je serais griot. Je pense que j'irais raconter des histoires d'endroit à endroit, tu sais, un peu le côté podcasteur, conteur. J'en sais rien, je sais pas, je dis ça parce que j'aime bien Station Eleven, ce livre de fin du monde apocalyptique où il y a une troupe de Shakespeariens qui va faire des troupes de théâtre dans tous les Mais c'est une réflexion, et ça rejoint ce qu'on disait sur la résilience. Ouais. À quel point on dépend d'Internet ou pas ? Très bonne question. Écoute, je te remercie. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ces épisodes à la fois pratiques et philosophiques. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est continuer à suivre ton évolution. Parce que toi, tu es solopreneur comme moi et tu suis ton chemin. Là, tu vas te lancer dans ton livre. Tu as ton programme Surf, etc. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir finalement exactement presque les mêmes outputs d'une certaine manière, en tout cas financier, et la même méthode, mais de faire des choses complètement différentes et notamment systémiques. Donc voilà, je pense que ça donnera aussi un rôle modèle intéressant pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la voie de plus d'impact systémique. Merci, j'essaye. C'est imparfait, mais je crois que c'est important de faire les choses même si elles sont imparfaites, surtout sur ces sujets. Et toi, personne n'a la réponse. On te suit où si on veut suivre tout ça ? En ce moment, je pense toujours le meilleur endroit, c'est le podcast. Okay. Parce que si vous y allez, vous avez 1000 choses à écouter. Il y a des centaines et des centaines d'heures comme sur le board. Donc c'est Young, Wild and Freelance. Il y a plein d'épisodes sur ces sujets plutôt tournés écologiques qui sont chouettes, si vous avez envie de replonger encore avec moi. Et sinon, je dirais la newsletter. En ce moment,
dans cette phase d'épuisement pré-burnout que je vis, j'ai déserté les réseaux sociaux où je poste une fois toutes les 3 semaines quand j'ai un petit élan et que j'en ai envie. Mais la newsletter, je suis plus régulier. Super, merci beaucoup Thomas, merci à toutes et à tous et à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye. Merci, bye.